Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un Enjeu Patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Johan Rivalan, directeur banque privée chez UBS France. Bonjour Johan Rivalan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble quelle est la vision de UBS France vis-à-vis du marché français lorsqu'on parle de gestion de fortune, mais peut-être aussi comprendre, vous allez peut-être nous aider à décrypter un petit peu quelles sont les convictions qu'on peut avoir dans ce contexte économique mouvant. Est-ce que ça change d'ailleurs la manière qu'on peut avoir de gérer son patrimoine ou est-ce qu'on le reste proche de ses convictions long terme? Et peut-être pour commencer, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Smart Patrimoine. UBS banque privée, si on devait la présenter en une phrase, l'activité de banque privée classique, mais est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Écoutez, déjà, merci Nicolas de cette invitation et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, UBS, c'est la plus grande banque de gestion de fortune au monde, avec, je le rappelle, avec l'acquisition de Crédit Suisse, 6 000 milliards d'actifs gérés dans le monde entier. Bien sûr. Effectivement, j'ai l'honneur de diriger les activités de banque privée pour UBS en France, ce qui représente en quelques chiffres 500 collaborateurs en France, à Paris, mais aussi dans les régions, et puis une couverture de l'ensemble des clients, notamment le segment qu'on appelle High Net Worth et le segment Ultra High Net Worth. On a un projet très très clair, effectivement, c'est de devenir la première banque privée européenne en France. D'accord, en France, européenne, mais à partir de la France, c'est ça? Absolument, c'est vrai qu'on a donc l'entité en France, vous savez qu'on a des entités partout dans le monde, on couvre l'Asie, les États-Unis, bien sûr, oui. L'Europe domestique, évidemment on a le siège qui est en Suisse, mais en France, donc je disais, des équipes qui sont sur le terrain et qui font l'interface avec les entrepreneurs qui sont à Paris, mais aussi dans les régions, et j'insiste sur cette présence des régions qui est absolument clé pour nous. Les entrepreneurs, on va y revenir, mais juste avant, pourquoi la France ? Si l'ambition est d'être en Europe, vous auriez pu choisir un autre pays. Pourquoi la France pour les sujets gestion de patrimoine et gestion de fortune? Absolument. Mais la France, c'est un marché stratégique. Si je dois donner quelques chiffres, est-ce que tout le monde sait qu'il y a plus de 50 milliardaires en France? Est-ce que tout le monde sait qu'il y a plus de 200 familles, voire 500 familles qui ont plus de 200 millions d'euros de patrimoine en France? C'est énorme. Donc, en fait, le marché de la gestion de fortune est immense en France et il est stratégique pour UBS. Et le traiter depuis les autres pays, c'est pas la bonne solution. La solution qu'on a choisie, c'est d'être sur le terrain. Sans vouloir vous piéger, le sujet fiscalité est quand même assez revenu sur le devant de la scène depuis un an et demi. Ça n'a pas remis en cause les convictions qu'on peut avoir vis-à-vis du marché français quand on voit effectivement, pas forcément dans les décisions, mais dans les discussions avant décision, des formations politiques vouloir accélérer sur le sujet fiscalité et notamment vis-à-vis des grandes fortunes. Alors c'est vrai qu'on a eu un tas de changements en France ces derniers mois. Il faut raisonner au niveau du groupe et il faut raisonner à l'espace de dizaines d'années d'une stratégie mondiale. C'est vrai qu'on a l'avantage avec le groupe de voir ce qui se passe dans tous les pays, en Europe, en France, mais aussi dans tous les pays. Et c'est vrai que ces changements de fiscalité, de cadre réglementaire, en fait, arrivent régulièrement un peu partout. Et donc, on a la hauteur de vue pour encaisser, raisonner de façon stratégique et accompagner nos clients à travers les générations. Donc, oui, il y a eu cette question, mais en réalité, il faut voir un peu plus loin de tout ça. D'accord. Donc, finalement, en fait, un changement de fiscalité sur 1 an, 2 ans, voire même 5 ans, ça ne change pas une vision de long terme sur un marché et sur une stratégie, si je comprends bien. Absolument. On est là pour longtemps. On a réinvesti massivement. Exemple illustratif, on a investi des nouveaux bâtiments magnifiques qui sont à côté de l'Elysée. On s'est engagé à 9 ans dans ce bâtiment. Donc effectivement, le marché est stratégique et on va accompagner nos clients pour les prochaines générations. UBS Banque Privée cible donc évidemment les grandes fortunes, mais aussi les entrepreneurs, avec notamment c'est les entrepreneurs qui réalisent des sessions d'activité. Je crois que vous avez même un pôle M&A, si je ne dis pas de bêtises, comme ça vous accompagnez de bout en bout. Quand vous discutez avec ces fameux entrepreneurs, je sais que vous avez une vision long terme, que le court terme n'influe pas forcément la conviction de long terme, mais est-ce que les craintes, les inquiétudes, les questions de ceux qui doivent placer leur argent ont changé par rapport à il y a 2-3 ans ? Les questions sont toujours les mêmes, donc ça n'a pas changé. Effectivement, tout le monde se pose des questions. Maintenant, dans les différents segments de clientèle que vous avez évoqués, les stratégies sont différentes. D'accord. En entrepreneur, surtout, l'important, c'est d'avoir un cadre clair, stable. Donc, c'est pas tant les conséquences que l'incertitude de ces derniers mois qui a posé des questions. D'accord. Et maintenant, l'incertitude est en train de progressivement diminuer. Donc les entrepreneurs, il faut le savoir, l'outil productif est en France, les talents sont français, ils ont un attachement au pays, donc les questions, une fois qu'elles sont passées, restent là et continuent à investir. Bien sûr. Donc le terroir, le territoire local sont extrêmement importants, et je parlais des régions, ça se passe un peu partout, et la dynamique à ce niveau-là est très forte en fait, très très forte.
Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en région que vous accompagnez ou que vous souhaitez accompagner, si je comprends bien. Oui, et vous parliez d'ailleurs de notre équipe M&A Midcap, qui est présente à Paris, qui va couvrir les entrepreneurs dans les régions pour leur session. Et c'est là qu'on voit que les cycles financiers jouent sur les large caps, mais au niveau des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, les cycles sont différents. Bien sûr. Et donc, on a toujours des entreprises qui sont florissantes, des entrepreneurs à succès, qui sont prêts à céder tout ou partie à des fonds, à des investisseurs stratégiques. Donc, cette dynamique, elle est là. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les régions, parce qu'on a des bureaux qui sont à Bordeaux, qui sont à Lyon, qui sont à Strasbourg. Et ça nous permet d'accompagner les entrepreneurs sur le terrain. Et ça, c'est vraiment important. On va peut-être insister là-dessus. Effectivement, quand on est entrepreneur et qu'on veut céder son entreprise et qu'on doit réfléchir mécaniquement, forcément, à des sujets de gestion de patrimoine. Je reviens sur le sujet questionnement, inquiétude. Il est sur où est-ce que je vais investir mon argent ou déjà sur comment est-ce que je gère la cession de mon entreprise dans le contexte de marché actuel. Et vous avez tout à fait raison. Le cycle important, et c'est le cycle vertueux, c'est d'être accompagné très très tôt. Très très tôt, et c'est même pas tant l'accompagnement M&A que l'accompagnement d'ingénierie patrimoniale, tout ce qui est fiscalité. D'accord. On parlait de cadre réglementaire et fiscal. Vous avez vu que pour l'instant, le pacte Dutreil n'a pas été amendé d'une façon ou d'une autre. Mais ça a été mentionné, donc ça l'a remis sur le devant de la scène. Ça l'a remis sur le devant de la scène, et donc c'est un outil qui est extrêmement important pour les entrepreneurs au moment d'une cession potentielle, de réfléchir très en amont avec nos équipes d'ingénierie patrimoniale, puis ensuite avec nos équipes de M&A, comment céder, à qui. Et c'est là où l'atout d'UBS, c'est de pouvoir présenter un acheteur japonais, un acheteur chinois, américain, en plus du paysage français ou européen. Et ensuite, évidemment, là, on va avoir différents types d'entrepreneurs. Celui qui veut absolument rester dans l'entrepreneuriat et donc va réinvestir dans des boîtes, dans les marchés privés, on a toute une offre là-dessus, ou celui qui veut faire autre chose de sa vie. Début 2025, on a vu le contexte économique évoluer avec un changement de présidence aux États-Unis, des marchés actions qui commencent à marquer le pas depuis quelques semaines. Est-ce que est-ce que vos convictions ont changé? Quelles sont vos convictions économiques en 2025, que ce soit en matière d'investissement ou d'allocation? Alors, nos convictions n'ont pas changé dans le sens où on voit pour nos clients, et on revient à nos clients, une gestion du patrimoine à travers les générations. Donc, à travers les générations, c'est du temps long. Et donc là, je fais référence à notre modèle qui s'appelle les 3L, Liquidity, Longevity, Legacy. D'accord. Et donc d'abord, on essaie de comprendre quel est le cahier des charges de nos clients. Quand nos clients sont investis pour les générations à venir, évidemment, ce qui se passe sur 3 mois, 6 mois a peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'allocation globale du portefeuille. Pour des investisseurs plus tactiques, bien évidemment, là, on fait quand même très attention aux calls tactiques. On reste très confiant sur les États-Unis. D'accord. La croissance ralentit, va ralentir, mais on reste très confiant sur les États-Unis et on profite plutôt de la phase actuelle pour réinvestir. D'accord. Sur l'Europe, on a le secteur évidemment. Pas de signal, pas de mauvais signal selon vous sur ces dernières semaines sur les marchés américains. C'est plutôt le moment effectivement de se repositionner. Il y a des interrogations, il y a des droits de douane qui apparaissent et disparaissent au gré de chaque matin. Qui sont évoqués plus que mis en application. Oui, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la volatilité. Ce qu'il faut regarder, c'est les entreprises derrière. On reste très confiant sur les entreprises aux États-Unis et on voit plutôt la volatilité actuelle comme une occasion de tactiquement réinvestir sur certaines sociétés. Et d'ailleurs, nos gérants, et c'est pour ça qu'en général, nos clients délèguent une partie de la gestion à des professionnels des marchés qui sont moins sensibles justement aux humeurs de chaque matin et investissent de façon tactique sur les portefeuilles. Donc sur les États-Unis, on reste très constructif. Sur l'Europe, avec ce qui a été décidé sur l'industrie de la défense, bien sûr, on va plutôt réinvestir de façon stratégique sur les industries, l'aérospatiale, la défense. Donc plutôt positif sur ces thèmes-là. Sur l'échange, on fait plus attention. Là aussi, les désynchronisations ou resynchronisations de banques centrales font que les taux bougent beaucoup. Donc les changes sont très volatiles. Et on reste très persuadé qu'avoir de l'or dans les portefeuilles, c'est très important. D'accord. L'or, effectivement, ça c'est une conviction que vous aviez déjà avant ou c'est une conviction qui s'est renforcée récemment et qui reste permanente dans les portefeuilles pour nos clients, encore une fois, en termes de diversification. Je n'ai pas parlé des marchés privés. Les marchés privés, c'est clé dans une allocation. Et là, on reste persuadé qu'il faut en avoir 10-20% selon le profil d'investissement. Et quand je parle de marché privé, c'est la dette privée, bien sûr, les infrastructures. On revient positif sur l'immobilier. D'accord. Donc ça, c'est à noter. C'est récent. Mars 2025, vous revenez positif sur l'immobilier. Absolument. On pense que c'est le moment de regarder l'immobilier, notamment tout ce qui est logistique, data center et tout ce qui est au niveau de l'immobilier résidentiel collectif. D'accord, parce que effectivement là on revient dans un contexte de taux et de marché un peu plus intéressant et donc c'est le moment de se repositionner selon vous sur l'immobilier d'investissement pour le coup. L'immobilier d'investissement, alors il faut des actifs de qualité dans des zones géographiques de qualité, mais l'offre est toujours assez restreinte et la demande d'investissement est là.
Le sujet private equity, dette privée, capitaux privés, vous l'avez vu monter en puissance, vous, ces dernières années, comme on peut le voir vis-à-vis des investisseurs particuliers, ou dans le monde de la gestion de fortune, finalement, on était déjà suffisamment mature sur le sujet? On l'a vu monter très significativement depuis quelques années. D'accord. On a développé cette offre chez UBS en France depuis 5 ans, pour donner un chiffre. Ça a monté très progressivement, ça s'est accéléré fortement l'année dernière. Et il faut voir que chez UBS, je reviens au chiffre du départ, on a 6 000 milliards d'actifs. On a plus de 150 milliards qui sont investis sur les marchés privés. Et donc, en fait, on est un acheteur, si vous voulez, un supermarché, une centrale d'achat incroyable pour tous les gérants d'actifs qui viennent tous nous voir et qui nous permettent de proposer à nos clients tous les fonds. D'accord. Là où des accès sont extrêmement difficiles à avoir, à des tarifs extrêmement compétitifs. Donc, on a la lame de fond sur les marchés privés qui concerne tout le monde. Et en plus, chez UBS, on adresse vraiment des produits de qualité à des prix compétitifs. Et donc, certains clients ont simplement une allocation sur les actifs privés dans leur allocation globale. Certaines très grandes familles viennent uniquement chez nous pour les marchés privés. D'accord. Et alors, pour conclure sur... alors, encore une fois, on parle du long terme, mais sur le court, moyen, long terme, vous restez optimiste sur la stratégie un peu globale, le contexte économique et en tout cas l'impact que ça pourrait avoir pour des gestions patrimoniales ou des gestions de fortune? Oui, on s'attend à de la volatilité cette année, c'est évident. Mais comme on raisonne sur 5 ans, sur 10 ans, évidemment, on reste constructif. Et quand vous regardez derrière, sur les 50 dernières années, qu'est-ce qui a bien performé? Des allocations diversifiées avec une touche action, une diversification géographique. Et donc, on reste tout à fait convaincu qu'il faut rester investi. D'accord, et il faut mais savoir diversifié. gérer la volatilité. Investi, diversifié et confier la gestion à des professionnels du patrimoine. Merci beaucoup, Johan Rivalan, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur banque privée chez UBS France. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.